Écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Débat Lab. C'est un format de midi qui a été lancé, initié avec ces petits temps de visio qui nous permettent de réaliser une petite pause à mi-journée pour à la fois faire un point d'état, d'avancement sur nos pratiques et aussi nous projeter, toujours continuer à nous projeter sur l'avenir. Débat Lab avait fait le choix et a fait le choix de lancer un cycle de conférences sur la thématique de l'intelligence artificielle. Alors, je dirais que c'est plutôt une thématique globale qui nous permet d'appréhender le sujet de différentes façons. On a eu une rencontre très intéressante pour ceux qui ont participé le 6 février dernier sur la thématique de l'intelligence artificielle avec Cyril de Souza Cardozo, avec une approche très opérationnelle. On est rentré dans les outils et je crois qu'il a réussi à nous montrer, si on n'était pas encore complètement convaincu, que des solutions existent et que nos pratiques sont encore amenées à évoluer pour toujours mieux analyser cette parole citoyenne. Alors, je me présente, Marianne Riboulet, agence Sense, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. J'ai le plaisir d'animer ces rencontres. Je suis donc accompagnée aujourd'hui du président de Débat Lab, Pascal Nicole, également de Julien Jox, qui est le référent sur cette thématique au sein de Débat Lab, et notre grand témoin aujourd'hui, Gilles Proriol, qui est donc de Cognito, un expert de l'analyse citoyenne, mais je vous présenterai avec un peu plus de détails tout à l'heure, Gilles. Alors, simplement vous dire qu'aujourd'hui, le choix que l'on a fait grâce à la présence de Gilles Proriol, c'est de pouvoir prendre de la hauteur sur cette thématique, cette grande thématique de l'accès aux données publiques du débat. Alors, qu'est-ce qu'on entend par accès aux données publiques du débat? On va aborder aujourd'hui, pour reprendre les propos de Gilles, un maillon qui nous questionne tous, qui est le dernier maillon du processus de participation, à savoir ce temps, alors que nous on appelle de bilan, mais finalement qui est assez normé, qui s'est peu réinventé depuis très longtemps. Et pourtant, on le sait tous, on a un vrai enjeu à rendre compte, à mettre en partage, à faire preuve de transparence sur ce qu'a été la parole citoyenne pendant les temps de concertation réglementaire, volontaire, des grands débats. Comment les citoyens peuvent-ils accéder à la parole qui a été la leur? Comment rendre compte, comment faire preuve de transparence, comment rendre leur expression au bien quelque part commun et en faire un héritage aussi pour les projets d'avenir. C'est vraiment le grand sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Et avant ça, je vais laisser la parole à Pascal et avant tout vous dire un grand merci. Je peux le dire maintenant parce qu'on est 21. Donc voilà, vous adressez à tous nos remerciements pour votre présence aujourd'hui. Pascal, je te laisse introduire cette rencontre. Merci beaucoup, Marianne. Oui, je précise donc que tu animes également l'agence Sense et que tu es donc vice-présidente de Débat Lab. On remercie donc tous les participants. Je vais aller très vite en vous disant que ce débat sur les données du débat public, nous le menons quand même depuis maintenant 2016, depuis le premier partenariat pour un gouvernement ouvert lancé par le gouvernement français. À chaque plan d'action, nous essayons de revenir sur cette question qui nous paraît essentielle, de pouvoir donner accès au public, tout simplement lui restituer en fait sa parole à travers donc l'ouverture des données du débat public. C'est un sujet qu'on avait abordé au départ avec la Commission nationale du débat public parce qu'elle est détentrice de verbatim de tous les débats publics depuis sa création, donc depuis maintenant près de 30 ans. Et donc, c'était le point de départ en fait de ce dossier qui avait d'ailleurs été suivi déjà à l'époque par Gilles Proriol, qui était déjà adhérent de Débat Lab, qui fait partie des fondateurs. Et puis, on a poursuivi ce travail encore tout à fait récemment, donc en associant Julien Jox au conseil d'administration de Débat Lab et en lui confiant cette responsabilité de suivre ce dossier. Donc, je vais lui passer la parole. Enfin, Marianne, tu lui passes la parole. Voilà, tout à fait, Julien. À toi, peut-être d'abord te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et puis en quelques mots, nous dire où on en est aujourd'hui à Débat Lab de ces questions-là, comment on s'en saisit, quelles sont les actions menées. Voilà, un petit panorama à date de la façon dont on se saisit de cette question. Merci beaucoup, Marianne. Donc, je me présente, je m'appelle Julien Jox, je suis actuellement à Bruxelles, je suis fondateur de Pinakia, une agence de communication citoyenne. Et je suis effectivement donc membre du conseil d'administration de Débat Lab et référent pour tout ce qui va être
l'ouverture des données au public. Alors, je vais juste faire un petit rappel de ce que nous avons fait à Débat Lab au cours des derniers mois en termes d'ouverture des données publiques. Donc, nous avons participé le 27 novembre 2023 aux ateliers de co-construction du prochain plan d'action de la France dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert, donc PGO, au sein de la direction interministérielle de la transformation publique. Dans ce contexte, nous avons entre autres porté l'ouverture des données du débat public et notamment celle de la CNDP à l'agenda. Alors pour le moment, cette mesure n'a pas encore été retenue, mais il nous reste encore quelques marges de manœuvre et c'est ce que nous essayons de porter dans le cadre de cette OGP à venir pour la France. Par ailleurs, nous avons aussi, donc, en février 2024, on a rencontré la nouvelle ministre déléguée chargée du renouveau démocratique, Prisca Thévenot, à la fois à la fin de présenter Débat Lab, mais aussi pour présenter nos recommandations en termes d'ouverture des données publiques. Et nous y sommes allés avec Gilles Proriol, aujourd'hui notre grand témoin. Le 13 mars, je suis allé au nom de Débat Lab également à l'Assemblée nationale afin de visionner le documentaire Les Doléances réalisé par Hélène Desplanques avec l'apparition de deux personnes présentes aujourd'hui, à la fois notre grand témoin, mais aussi Fabrice Dallongeville qui est présent aujourd'hui. Et Gilles Proriol y intervient en tant qu'analyste des données des cahiers de doléances. Il nous en parlera certainement un peu plus en détail lors de cet entretien d'aujourd'hui. Finalement, je voulais dire que le 7e point de notre feuille de route de 2024, c'est poursuivre notre bataille pour l'ouverture des données du débat public. Nous soutenons le fait que nous avons à notre disposition des données de participation citoyenne, des idées, des opinions, des problématiques bien précises et que nos membres, notamment les Civic Tech, ont à leur disposition un nombre très important de données que pour nous qui sont actuellement les propriétés des villes et des administrations, et nous souhaiterions que ces données puissent être mises à disposition du public en les considérant comme des données d'intérêt général. Je vais juste très très rapidement faire un petit point législatif sur justement ces données d'intérêt général. Donc il faut savoir que tout ce qui est données ouvertes tombe sous le coup de la loi pour une république numérique, la loi du 7 octobre 2016 qui est dite la loi Le Maire, qui vise à favoriser la circulation des données et du savoir à travers l'ouverture des données publiques et d'intérêt général, la création d'un service public. Donc ça a été avec opengov.fr et le libre accès aux écrits de la recherche publique. Le 7 octobre 2018, la collectivité territoriale des plus de 3500 habitants et employant plus de 50 agents sont tenus de mettre en ligne toute une série de documents en open data. Finalement, l'année 2023 s'est conclue pour la France sur une double reconnaissance pour la politique d'ouverture des données, avec une première place au niveau européen et une deuxième place au niveau mondial. Donc la France n'est pas en reste sur l'ouverture des données. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Marianne Riboulet afin de débuter cet échange avec Gilles Proriol qui s'annonce très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien, d'une part pour tout ton engagement pour nous tous membres et tu en as donné un certain nombre d'exemples et à mon tour maintenant de remercier Gilles d'être à nos côtés pour témoigner aujourd'hui. Donc Gilles Proriol, vous êtes donc représentant de l'agence Cognito. Votre métier à vous, initialement, c'est vraiment l'analyse de la parole citoyenne. Vous êtes l'auteur avec Franck Escoubès d'un ouvrage La démocratie autrement, paru, je crois, en 2021. Et vous avez connu de grandes opérations et de grandes phases d'analyse, notamment au travers de l'analyse des contributions du grand débat. Mais vous ne souhaitez pas en rester là. Et d'ailleurs, vous commencez déjà à regarder devant. Et c'est surtout ce que vous allez nous proposer aujourd'hui, à savoir comment ouvrir les données produites par les citoyens eux-mêmes. Julien a évoqué autre chose, qui était la transparence autour des données publiques. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment donner accès
à la parole citoyenne et comment la rendre publique. Alors, vous allez peut-être dans un premier temps, je crois que c'est ce que vous avez prévu, rappeler l'enjeu de l'ouverture des données de la participation. D'abord, de quoi parle-t-on? De quelles données parle-t-on? Et que peut-on attendre de l'ouverture de ces données? C'est-à-dire, quels sont les arguments? Qu'est-ce qui doit militer en faveur de l'ouverture des données? Et puis ensuite, on rentrera dans un temps un peu plus pratique. Ouvrir les données, oui, mais comment? Est-ce possible? Si oui, sous quelles conditions? Et vous appuierez, je crois, sur un cas pratique que vous connaissez bien, qui est la publication des cahiers de doléances. À vous, Gilles. Et ensuite, bien sûr, on prendra un temps d'échange avec nos participants. Merci Marianne, merci Pascal et Julien pour l'invitation. Donc Gilles Proriol de Cogito. Nous, notre métier, c'est effectivement d'analyser la parole citoyenne en grand volume. On a démarré assez tôt puisqu'on a fait l'analyse de Désir d'avenir pour Ségolène Royal en 2007. Et effectivement, parmi nos dernières aventures, on a fait l'analyse des contributions du grand débat national avec nos partenaires Bluenov et Roland Berger. C'était en 2019. Et plus récemment, toujours avec Bluenov, l'analyse des états généraux de la justice ou encore l'analyse des consultations au moment du Covid, au moment du premier confinement, qui était piloté par le CESE. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, et on verra qu'il y a une actualité, et merci à Fabrice Allongeville d'être parmi nous, et une actualité autour des cahiers de doléances que vous avez peut-être suivi dans la presse récemment autour de la sortie du film documentaire d'Hélène Desplanques, Les doléances. Revenir avec vous sur cette ouverture des données du débat public. Alors, de quelles données parle-t-on? On ne parle pas de toutes les open data, on parle des open data qui sont collectées auprès des citoyens, c'est-à-dire les contributions libres, les verbatims, les comptes rendus de réunions publiques, les courriers, les emails, les cahiers de doléances, les réponses à des questionnaires ouverts. En gros, toute l'information, toute la data qui est collectée auprès des habitants dans une phase de consultation ou de concertation, qu'elle soit pilotée par l'État, par une agence publique ou par une collectivité locale ou territoriale. Toutes ces données aujourd'hui sont considérées comme la propriété des donneurs d'ordre qui les utilisent pour les analyser, les faire analyser souvent par nos agences. Alors, soit à la main quand il y a peu de volume, soit avec des outils d'analyse sémantique aujourd'hui, demain avec l'intelligence artificielle. Mais ces données sont très rarement restituées de manière exhaustive à la population. Et c'est le combat dont je voulais vous parler aujourd'hui. Quels sont les bénéfices ou les enjeux de restituer l'ensemble des données de la participation auprès du public? Et j'avais envie de parler finalement de trois devoirs. Finalement, l'État, les collectivités ont trois devoirs par rapport aux citoyens qui sont exprimés. Le premier devoir, c'est un devoir de suite. Le devoir de suite, c'est on vous a demandé de consacrer du temps à vous exprimer sur un problème, sur une politique publique. Vous avez pris la parole, soit sur Internet, soit dans un débat physique. Il est normal qu'on vous donne la suite des opérations en vous disant voilà comment on a utilisé ce que vous nous avez dit, voilà en quoi ça va enrichir la politique publique, voilà ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Ce qu'on ne garde pas, on vous donne les raisons pour lesquelles on ne garde pas, ou éventuellement on ouvre une autre phase de débat pour vous expliquer et pour peut-être essayer d'aller plus loin. Donc ce devoir de suite est aujourd'hui quelque chose d'absolument fondamental pour que les citoyens gardent l'envie de participer. Tous les sondages le disent, il y a un besoin d'écoute et de participation extrêmement fort dans la population, mais si ce besoin est frustré quasi systématiquement par l'absence de devoir de suite, on risque de voir la démocratie participative décliner. Il y a d'ailleurs un ouvrage récemment qui est sorti sur le sujet. Le deuxième devoir dont je voudrais parler, c'est le devoir de mémoire. Ces textes, cette parole citoyenne, elle n'a pas uniquement de la valeur dans l'analyse qu'on en fait et dans les propositions politiques qu'on en tire. Elle a de la valeur en elle-même. Ce sont des témoignages de vie. Les gens parlent de leurs difficultés. Ce sont des textes qui sont très souvent porteurs d'émotions. Et je vous engage à aller voir le documentaire d'Hélène Desplanques qui est retransmis sur France TV. Il y a vraiment des doléances qui vous tirent les larmes. Et je pèse mes mots, parce que ce sont des gens qui parlent vraiment de leurs difficultés, qui parlent également de leurs valeurs, qui parlent de leurs attentes,
c'est la parole des invisibles, comme a pu dire Pierre Rosanvallon. Et donc, il y a un devoir de mémoire et il y a un devoir. On doit considérer cette parole citoyenne comme un commun. En fait. Et à ce titre-là, il faudrait qu'on obtienne que cette data puisse être considérée comme le disait Julien Jox, comme une donnée d'intérêt public. Et puis le troisième devoir, c'est ce que j'appelle, alors là on est dans une approche un peu plus technique ou méthodologique, c'est le devoir de capitalisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à chaque débat tout recommencer, tout reprendre à zéro. On ne peut pas considérer que chaque nouveau débat efface l'ancien. Il faut sortir de cette logique où l'info la plus récente est toujours celle qui a le plus de valeur. On doit pouvoir consolider ce que disent les gens depuis des décennies sur certains sujets. On l'avait vu à l'époque avec la CNDP et Pascal sur les débats autour de l'éolien. Il y a eu des dizaines de débats autour de l'éolien en France. On ne peut pas à chaque nouveau débat oublier ce qui a été dit précédemment. C'est très important parce que ça nous permet de mesurer, de voir apparaître des tendances de fond, des tendances de long terme, de voir comment elles évoluent et en même temps de mesurer les spécificités qui sont liées à chaque terrain par rapport à une tendance générale. Donc, ce souci, en fait, de la capitalisation, il est extrêmement important. Et alors, il le devient encore plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, il y a de gros sujets autour de l'intelligence artificielle et des données dont elle se nourrit. Il faut absolument que les données du débat public soient rendues publiques, soient vraiment de l'open data pour qu'on puisse utiliser de l'IA qui a le droit de traiter ces données-là. Et ensuite de renseigner tous les gens qui ont envie de creuser le sujet sur une thématique ou sur une autre. Aujourd'hui, on laisse l'accès à ces données principalement à des professionnels de la concertation sur un projet particulier, à des chercheurs qui sont triés sur le volet. Mais la réalité, c'est qu'il y a des tas d'autres chercheurs qui n'y ont pas d'accès. Il y a des journalistes, il y a des partis politiques, il y a des syndicats, il y a des associations qui sont engagés dans la vie démocratique et qui s'intéressent en fait à ces données et qui doivent pouvoir également les analyser, conduire des contre-analyses, faire l'auditabilité des analyses qui sont réalisées par la puissance publique. Donc voilà, pour résumer les enjeux, on voit bien qu'on n'est pas uniquement sur un enjeu technologique, on est vraiment sur un enjeu démocratique d'une meilleure transparence. Et qui vient croiser, pour apporter juste un complément par rapport au cadre de pratique que l'on connaît nous aussi dans les projets que l'on accompagne. Vous évoquiez au départ le devoir de suite. Aujourd'hui, on voit bien que l'accompagnement de nos projets se fait dans le temps long. Il y a vraiment un continuum de dialogue qui s'installe. Derrière nous, le temps où on avait des concertations avec un début, une fin, et puis tout s'arrêtait, et tant mieux. Je pense qu'on est très nombreux aussi à militer pour un continuum de dialogue parce que le projet se construit aussi dans le temps long, les démarches se construisent dans le temps long, on croit aussi à la valeur du processus, donc on croise bien aussi avec cette évolution de pratique. Et sur le dernier point, je crois que ça croise aussi avec une problématique qui est souvent la nôtre, d'arriver à projeter le citoyen sur un horizon qui est parfois un horizon lointain par rapport à une réalité qui est une réalité d'aujourd'hui. Et quelque part, refaire l'histoire, même si ce n'est pas une façon complètement de se projeter dans l'avenir, permet de voir aussi la variabilité ou pas de certains éléments contributifs et donc de pouvoir aussi peser le lien entre, je dirais, les marqueurs vraiment temporels, les marqueurs du moment avec la teneur de la contribution, alors même qu'on souhaite projeter sur des horizons très lointains. Donc, je crois que là, ça vient croiser avec vraiment des problématiques qui sont, que l'on croise sur toutes nos concertations, qui nous interrogent et qui peuvent nous apporter aussi des compléments extrêmement intéressants pour être les plus justes possibles dans l'apport de ces contributions aussi aux projets et aux démarches qu'on accompagne. Sur le deuxième point, Gilles, alors je ne sais pas sur cette première partie, sur les enjeux de l'ouverture des données, vous aviez fait le tour ou si vous souhaitez aborder maintenant les modalités concrètes de l'ouverture de ces données. Tout à fait. On vous propose de poser vos questions à la fin. On aura un temps d'échange suffisamment long pour pouvoir répondre à vos questions. Merci Marianne. Effectivement, je voulais enchaîner sur comment ça marche. Ouvrir les données, à quelles conditions finalement. Alors, quand on a des données, souvent en grand volume, la première question qui se pose, c'est leur transfert en format numérique. Elles ne sont pas toutes en format numérique. Celles qui le sont, ça va être des données qui ont été collectées directement par Internet ou éventuellement des comptes rendus de réunions locales qui ont été effectivement dactylographiés. Mais sinon, on peut avoir des textes
des textes en format papier, comme les cahiers de doléances par exemple. On peut avoir de la voix avec des enregistrements. Et donc, il faut arriver à retranscrire tout ça, puisque la mise en ligne nécessite une numérisation et une retranscription. Donc, le processus, il est connu, hein, le scan, la reconnaissance de texte. Heureusement, les choses ont beaucoup évolué depuis l'époque des OCR, hein, que les plus vieux d'entre vous connaissaient et utilisaient à l'époque. Aujourd'hui, on a des IA qui sont très, très puissantes dans la retranscription de texte, que ce soit reconnaissance de chaînes de caractères ou retranscription audio ou vidéo. Donc ça, c'est la première étape qui est absolument indispensable. C'est une étape technique, mais qu'il ne faut pas sous-estimer. J'y reviendrai quand je parlerai de l'exemple des cahiers de doléances. Deuxième étape, l'anonymisation. Nous sommes depuis quelques années sous la législation RGPD. Donc, ça nous impose un certain nombre de conditions. Dans la collecte, les choses ne sont pas toujours suffisamment bien cadrées pour être sûr que les personnes ont donné leur accord pour diffuser leur texte. Et on le sait, beaucoup de textes comportent des données nominatives parce que les personnes, alors, hormis celles qui pourraient laisser éventuellement leur nom, leur adresse, leur email pour être contactées, mais les personnes souvent parlent de leurs problèmes personnels. Souvent, il est capable de les identifier parce qu'elles habitent dans une commune dont on dispose du code postal, etc. Donc, il y a des données nominatives dans ces corpus et il est important de pouvoir les anonymiser. Là encore, la technologie vient à notre secours puisque aujourd'hui, l'IA nous permet de manière extrêmement efficace de répondre à ce problème à 98%, c'est-à-dire d'anonymiser des textes, de supprimer toutes les références à des noms propres, à des adresses ou à des éléments plus personnels. Alors, certains vous diront qu'on ne peut jamais arriver à du 100%. Hein, c'est le même principe avec la numérisation, la retranscription. Il y a toujours un peu de perte en ligne. Si on veut être absolument exhaustif, on sera obligé de faire intervenir l'être humain pour relire les textes et pour les anonymiser de manière absolument totale. Sachant que l'être humain, lui aussi, est faillible et lui aussi a des biais. Donc voilà, la perfection n'existe pas. Néanmoins, on est obligé de prendre en compte cette problématique-là. Et puis enfin, il y a une dernière problématique qui est celle de l'accessibilité. On parle de corpus qui sont massifs. Mettre en ligne 20 000 verbatim sans donner les outils pour naviguer à l'intérieur, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Ça aurait un intérêt symbolique. Mais ce qu'on doit pouvoir faire, c'est favoriser l'entrée et l'exploration de ces campus à travers des outils de navigation, des outils de recherche, des infographies. Alors nous, on utilise un outil que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle l'arbre des connaissances, qui permet de représenter les principales propositions politiques qui ont émergé du débat. Et l'arbre lui-même étant interactif, on peut cliquer sur chaque proposition et accéder au verbatim sous-jacent. Il y a des tas d'autres manières de représenter l'opinion publique. Il faut pouvoir donner aux citoyens des outils pédagogiques, des outils didactiques pour naviguer à l'intérieur de toute cette phase d'information. Donc là, on ne parle plus vraiment d'IA, on parle plutôt d'infographie et notamment d'infographie dynamique. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement sur les modalités d'ouverture des données. Mais l'infographie, c'est effectivement un élément important puisqu'il y a les mots, mais je crois que vous avez évoqué aussi autre chose. C'est-à-dire qu'on a eu pendant très longtemps la culture de l'écrit. Vous évoquez aussi l'oralité qui fait partie aussi des canaux d'expression et une autre façon aussi de faciliter à la fois la contribution, puisqu'en amont, notre objectif, c'est bien sûr de faciliter la contribution avec ensuite des possibilités de traduction, puis d'analyse et ensuite de retranscription avec un format qui soit accessible au plus grand nombre. L'idée, ce n'est pas non plus de créer une approche exclusive sur l'aval, puisqu'on est aussi là tenu par un objectif d'ouverture et d'accessibilité. Donc, on doit aussi pouvoir se saisir de cette question. Alors, je crois que vous souhaitiez aborder, Gilles, un cas pratique, la publication des cahiers de doléances, un sujet que vous connaissez bien, que vous allez mettre en partage avec nous aujourd'hui. Tout à fait. Merci, Marianne. Alors, effectivement, ce corpus des cahiers de doléances, il est assez emblématique de la problématique dont on parle aujourd'hui. Pourquoi? D'abord, par son volume. C'est un corpus qui est
à ma connaissance, unique en France. On parle de 220 000 doléances réparties en 19 000 cahiers, plus 12 000 comptes rendus de réunions d'initiative locales, plus 15 000 courriers et mails. Donc, on est probablement sur la plus grande concertation qui a eu lieu en France en termes de collecte. Ça, c'est la première particularité de ce corpus. La deuxième particularité, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, s'était engagé lors du lancement du grand débat national à ouvrir ces cahiers de doléances au public à l'issue de l'opération. Et donc, c'est une promesse non tenue. Et ça a été une déception pour beaucoup de Français. Donc, c'est le deuxième point. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, le troisième point qui est un peu particulier, c'est que à la fin du grand débat, donc nous on était des opérateurs du grand débat national en tant qu'analystes de ces contributions libres, et à la fin on nous a demandé de signer un papier qu'on n'a pas tellement l'habitude de signer dans d'autres opérations, qui était un papier dans lequel on s'engageait au nom de la RGPD à supprimer de nos ordinateurs l'intégralité des données. Et ça, on pourra en débattre tout à l'heure avec les autres praticiens, mais c'est pas quelque chose qui est systématique. Moi, je sais qu'on nous l'a pas demandé au moment des états généraux de la justice, on nous l'a pas demandé au moment des consultations pour le Covid, on nous le demande peu quand on travaille pour des collectivités territoriales, on nous l'a pas demandé au moment où on a travaillé avec Pascal sur la CNDP. Donc en fait, voilà, c'est un élément particulier du grand débat, c'est cette volonté qu'a eu le gouvernement, en fait, d'empêcher les données de continuer à exister au-delà du grand débat national. Alors, c'est un sujet qui revient d'actualité, puisqu'on fête les 5 ans de la crise des Gilets jaunes et de l'ouverture du grand débat national, et donc pas mal de choses se passent en ce moment. Donc, j'ai déjà mentionné ce documentaire d'Hélène Desplanques avec comme héros, comme fil rouge, Fabrice d'Allongeville, qui est ce maire de l'Oise qui part à la rencontre des citoyens, des chercheurs et des collectivités locales pour demander que sont devenus les cahiers de doléances. Ce documentaire a été diffusé sur France 3, il va être diffusé sur France 3 National prochainement. Il y a eu beaucoup de projections, une à l'Assemblée nationale, on en attend une au Sénat et une au CESE prochainement. Donc, c'est un documentaire qui commence à remettre en lumière cette question-là, et on se rend compte que l'écho est très important auprès des citoyens, mais également d'un certain nombre d'acteurs de la vie démocratique, notamment d'acteurs associatifs, syndicaux, qui se demandent finalement pourquoi non seulement l'État n'a pas voulu donner accès à ces données, mais qui se demandent aussi pourquoi d'autres acteurs politiques ne s'en sont pas saisis. Pourquoi les partis politiques n'ont pas demandé l'accès à ces données, notamment au moment de la dernière élection présidentielle en 2022, pour élaborer leur programme. On a eu des demandes très importantes d'organismes publics, d'administration, qui nous demandaient ce que les cahiers de doléances disaient sur leur domaine de compétences. L'ADEME sur l'écologie, la haute fonction publique sur les hauts fonctionnaires, la Caisse des dépôts, le ministère de la transition écologique. Donc en fait, on a ce qu'une des garantes du grand débat appelait un trésor national, et on a juste décidé de ne pas s'en servir. Donc nous, aujourd'hui, on est effectivement engagé en faveur de l'ouverture des cahiers de doléances au public. Comme je disais tout à l'heure, il y a une inégalité d'accès, puisque certains chercheurs ont accès au corpus numérisé qui se trouve aux archives nationales. Les autres citoyens, eux, n'ont accès qu'à une partie du corpus en format papier dans les archives départementales. Donc concrètement, en tant que citoyen, vous pouvez y accéder, mais le chemin est long et vous ne pourrez accéder qu'à une toute petite partie de ces cahiers de doléances. Donc on se bat en fait tout simplement pour que ce principe d'égalité d'accès soit respecté. Alors on se bat comment? De plusieurs manières. Alors il y a déjà un combat médiatique qui s'est engagé avec ce documentaire, mais qui va se poursuivre avec la publication d'une tribune le 15 avril dans le journal Le Monde, tribune qui sera signée par des associations d'élus, l'AMRF, l'AMF, nous l'espérons, mais également un certain nombre d'associations qui sont engagées sur ces sujets-là, peut-être des BALAB en tant qu'association.
nous allons également continuer les projections du documentaire dans les départements et nous allons solliciter des avocats, des juristes pour savoir quelles sont nos marges de manœuvre pour éventuellement intenter une action en justice pour obtenir la mise en ligne de ces données auprès de l'État. Alors, sachant que si l'État refuse, on pourra aussi en dernier recours se tourner vers les départements qui en fait sont détenteurs des archives départementales et dans ces cas-là, on pourrait imaginer de reprendre le processus depuis le début, c'est-à-dire de reprendre les cahiers papier, de les renumériser, de les retranscrire et d'en refaire l'analyse. Ce qui est quand même un peu dommage parce que tout ça a été fait et été payé par des fonds publics à l'époque. Je rappelle le budget du grand débat national, 12 millions d'euros en 2019. Alors, tout n'a pas été consacré à l'analyse, mais enfin une partie conséquente. Donc, si on pouvait éviter en fait de refinancer tout ça, ça serait idéal. Voilà. Voilà, Marianne, pourquoi je voulais évoquer ce combat qui me semble absolument au cœur de cette problématique. Donc, effectivement, Gilles, vous avez partagé avec nous aujourd'hui votre combat sur ce sujet. Je pense que nous, en tant que professionnels de la concertation, on imagine aussi toute la complexité que peut revêtir le traitement et l'analyse d'un tel volume de données. Donc, je propose en tout cas qu'aujourd'hui, dans le cadre de nos échanges, on en reste vraiment à ça, à l'application dans le cadre de nos métiers, de savoir à l'échelle de nos projets, des démarches programmatiques que l'on accompagne, finalement, comment est-ce que nous, en tant que professionnels, on pourrait, à notre échelle, parce qu'après, il y a la grande échelle que vous avez partagée, mais ça, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, un combat, mais peut-être aussi un autre combat. Mais déjà, à notre échelle, à nous, nous avons nos petits combats, nos combats à l'échelle de nos projets et aux côtés de nos clients pour faire en sorte de donner de la valeur à cette parole citoyenne, lui donner bien sûr de la transparence et permettre aux citoyens que l'on rencontre de façon directe ou indirecte de pouvoir eux-mêmes accéder à leur expression et voir comment leur expression s'inscrit dans un corpus plus large. Donc, je propose peut-être que l'on ouvre sur cette question-là, à savoir nous, en tant que professionnels, comment est-ce que l'on pourrait finalement aller plus loin dans cette pratique du rendre compte et de la transparence. Et est-ce que certains d'entre vous ont déjà testé des choses, lancé des initiatives, auquel cas, on est tout à fait intéressé pour les entendre. Et puis Gilles, naturellement, est là aussi pour répondre à vos questions. On a la chance de l'avoir à nos côtés aujourd'hui, donc je vous laisse donc intervenir. Alors, Monique Lucas, voilà, n'hésitez pas à intervenir. Et je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc je m'appelle Monique Lucas, je suis adjointe à la démocratie permanente à la ville de Saint-Brieuc. Et donc, bon, j'espère que je vais être dans le sujet. C'est la première fois que je participe à ce genre de réunion. Voilà, je voulais vous poser une question. Nous sommes actuellement au sein de la ville en train de travailler sur un collectage autour des violences urbaines, puisqu'on a eu des soucis assez importants sur la ville pendant les émeutes de la fin du mois de juin. D'une part, j'aurais voulu savoir si dans d'autres villes de France, c'est une démarche vers la population qui avait été faite. Et surtout, justement, nous, ça va être sur notre ville, hein, mais évidemment, pour pouvoir en tirer des analyses et puis voir comment concrètement on peut peut-être transformer des choses, est-ce qu'il serait possible justement de regrouper ce qui peut ressortir de la population sur ce type de débat? Alors, Madame, ce que vous évoquez, donc du coup, ce sont un débat sur cette thématique-là ou des signalements réguliers, que je comprends bien en fait le cadre de votre intervention. Oui, excusez-moi. En fait, on a démarré par une conférence avec le fait qu'on a invité un sociologue sur ce point-là. Et à partir d'aujourd'hui, donc on est vraiment, enfin, à partir d'aujourd'hui, on lance des questionnaires, en particulier sur les QPV de la ville, sur les quartiers prioritaires de la ville. On lance des questionnaires pour que la population puisse nous renvoyer son ressenti par rapport à ces violences, à ces violences urbaines. Et
Voilà, donc nous, dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de recueillir le ressenti de la population par rapport à ça. C'est-à-dire que la période d'analyse, enfin, ça sera dans 2 mois quand on aura, quand on aura commencé vraiment à, à recueillir un maximum de paroles. Donc, on a deux. Donc, il y a le fait que l'équipe, enfin, je veux dire, l'équipe municipale s'engage à aller vers la population, c'est-à-dire on s'est donné un certain nombre de lieux, les sorties d'école, les places de marché, enfin, pour aller vers la population. Et sinon, on a aussi une plateforme participative sur laquelle la population peut aussi répondre au questionnaire. Voilà. C'est un questionnaire ouvert. Hein. Voilà. D'accord. Alors, si je comprends bien, Madame Lucas, ce que vous dites, c'est que vous avez lancé en fait une consultation citoyenne sur ce thème-là. Viendra le temps de l'analyse et pour faire le lien avec notre conférence d'aujourd'hui, c'est de voir dans un cas pratique comme celui-ci, quel pourrait être le retour vers la population et la façon de permettre peut-être aux citoyens d'accéder à leur contribution. C'est bien ça? Alors, ouais, excusez-moi. Il y a ça évidemment. Bien sûr que, enfin, c'est très important pour nous de travailler les retours. Hein, et puis, bon, c'est quelque chose qu'on a constaté depuis le début du mandat, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc voilà, nous, on est rentré aussi dans un apprentissage par rapport à ça. Et deuxièmement, de savoir s'il y aurait sur cette thématique d'autres retours. Ah, d'accord. Notre démarche aurait été menée ailleurs et qui apporterait, ça fait effectivement le lien avec ce qu'évoquait Gilles Provial, à savoir, on a, très bien, donc j'entends votre une double question sur un objet et un cas très concret. On va peut-être laisser Gilles répondre. Oui, non, mais typiquement, madame, on est vraiment au cœur de ce que devrait nous permettre une base de données du débat public. Imaginez qu'au moment où vous vous posez cette question, vous ayez la possibilité d'aller sur une plateforme publique sur laquelle vous auriez différentes thématiques, et notamment la thématique sécurité, et sur laquelle vous pourriez accéder à l'ensemble des concertations qui ont eu lieu sur le territoire national sur ce sujet-là, et qui mettrait en exergue les principaux problèmes qui sont sortis, ça vous aiderait très fortement à cadrer votre démarche, à imaginer les questions à poser à vos concitoyens. Et ensuite, à la fin de votre démarche, vous seriez capable vous aussi d'alimenter en fait cette plateforme avec les données de votre consultation. Donc là, on est au cœur de ce que j'ai appelé la capitalisation, c'est-à-dire le fait que plein d'acteurs publics ont les mêmes problèmes au même moment, mais ils ne sont pas en contact les uns avec les autres. À l'époque, une association qui s'appelle Ville Internet, que vous connaissez peut-être, avait eu ce projet justement de mettre en réseau, de mutualiser l'ensemble des initiatives numériques des villes. Ça a extrêmement bien marché. Il faut faire la même chose sur la concertation. C'est exactement ce qu'on demande. Donc, ce que j'entends, Madame Lucas, c'est que votre question est particulièrement à propos et illustre effectivement les questions qu'on se pose aujourd'hui. Qu'en revanche, il faudrait pouvoir se donner rendez-vous, on l'espère, peut-être dans 1 an, 2 ans, espérons peut-être pas au-delà, 3 ans, 4 ans, Gilles, j'en sais rien, pour pouvoir faire en sorte que ça soit une réalité et que Madame Lucas puisse effectivement trouver dans le corpus national une matière qui lui permette d'orienter voilà, son questionnement et en même temps de pouvoir elle-même verser dans ce corpus national le contenu, sa contribution. On peut espérer, alors la réponse étant, je crois, non à date, c'est bien ça, donc ça n'est pas possible à date, si je résume, Gilles, mais est-ce qu'on peut espérer que ça le soit et si oui, à quelle échéance? Alors, attention, on n'a pas de boule de cristal, hein, mais… Aujourd'hui, moi, c'est vrai que vous me posez la question qui est tout à fait pertinente de savoir quelles sont les autres villes qui ont travaillé sur le sujet. Je suis incapable de vous le dire. Et il faudrait que je fasse une recherche probablement assez longue et qui ne serait probablement pas exhaustive pour être capable de vous répondre. Or, cette information-là, il serait logique que vous y ayez accès de manière plus rapide. Marianne, pour répondre à ta question sur dans combien de temps, alors en fait, je sais bien qu'on n'est pas nous décisionnaires, hein, mais si on peut voilà. se fixer une échéance en se disant raisonnablement, compte tenu de la dynamique actuelle et de ce que l'on perçoit comme signaux,
on pourrait espérer que dans X temps, ou quelles sont les conditions pour qu'on atteigne cet objectif? En fait, ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est pas la faisabilité. C'est-à-dire que la faisabilité d'un tel dispositif, ça fait longtemps qu'on l'étudie. On sait combien de temps ça prend, on sait combien ça coûte, on sait quelles sont les conditions de faisabilité technique et économique. Ce qui nous manque, en fait, c'est l'accord des autorités pour y aller. C'est un cadre juridique, réglementaire, pour pouvoir y aller. Pour pouvoir dire, bah oui, ces données font partie d'un bien commun, font partie des données d'intérêt général, on peut s'en saisir pour les mettre en scène, au même titre que d'autres données qui font partie de l'open data. Donc, on a juste besoin que l'État nous ouvre en fait la possibilité de travailler sur ces données. Parce qu'après, la faisabilité, si vous voulez, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit, de la numérisation, c'est de l'analyse sémantique par grande thématique pour pouvoir faire ressortir les principales idées, les principales propositions politiques. Et ensuite, c'est de la cartographie ou de l'infographie dynamique pour donner accès. Donc, évidemment, ça demande une plateforme, ça demande une base de données, ça demande des outils informatiques un peu lourds, mais qu'on sait aujourd'hui déployer en l'espace de quelques mois. Donc, en fait, si Emmanuel Macron nous donnait l'autorisation demain matin, on saurait dans 6 mois avoir une V1 de cette plateforme. Donc, la très bonne nouvelle, c'est qu'à date, on saurait faire. Maintenant, reste à attendre et espérer donc un portage central pour pouvoir lancer sa démarche pendant en tout cas une partie de la réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres interventions pour poursuivre sur cet échange? Alors, n'hésitez pas, on est là réunis. Alors, Julien. Merci beaucoup, pardon. Justement, un peu pour prolonger la discussion qu'on a actuellement, dans le cadre de la préparation de cette conférence aujourd'hui, j'ai regardé s'il existait une carte open source qui recensait l'ensemble des initiatives citoyennes en France. Alors, j'ai trouvé une carte sur les différentes initiatives d'aide aux migrants, mais je n'ai pas trouvé de carte qui puisse... peut-être qu'elle existe, mais en tout cas, de mes recherches, je ne l'ai pas trouvée. Je me souviens d'avoir vu des articles dans Le Monde qui faisaient un recensement, mais je n'ai pas trouvé de carte qui fasse sur l'ensemble du territoire français un état des lieux de la participation citoyenne. Et je pense que ça pourrait être une étape un peu zéro de ce dont on parle, puisque là, on parle de justement avoir un output qualitatif, véritablement avec des ambitions importantes. Mais je pense que un état zéro qui pourrait avoir une carte de France avec toutes les initiatives de la participation citoyenne en France nous permettrait aussi de pouvoir comprendre un peu les territoires plus ou moins engagés. Alors, mon idée, c'est que effectivement, ce serait quelque chose qui puisse être en crowdsourcing. Donc, ça veut dire que c'est vraiment excusez-moi, en fait, comme je suis à Bruxelles, j'ai beaucoup d'anglicismes, mais ça va être une collecte de la part des citoyens eux-mêmes, ou en tout cas des acteurs. Et je pense que Débalab pourrait aussi se positionner à ce niveau-là, de par nos membres, et encourager nos membres à pouvoir positionner sur une carte de France les différentes initiatives qui ont lieu en termes de participation citoyenne. Et je pense qu'encore une fois, ça pourrait être un point zéro. Mais je vois que... Oui, on va donner effectivement la parole à Pascal. Ce que j'entends, Julien, dans ton propos, c'est l'idée de centraliser les démarches plus que... Alors, qui pourrait être un préalable à la parole citoyenne, mais déjà d'avoir une cartographie de toutes les démarches de concertation qui sont menées, de quelques démarches de concertation qui sont menées de participation à l'échelle nationale, mais voilà, qui serait peut-être un premier pas avant d'atteindre ce que Gilles, qui est vraiment la mise en commun là de la parole, c'est-à-dire le sortant de ces démarches. Il y a la démarche, ensuite il y a le sortant, et ce qui nous occupe aujourd'hui, c'était aussi bien entendu le sortant. Pascal. Juste un petit point pour préciser qu'on a un partenaire de longue date qui est Ville Internet et qui a recensé sur une carte, donc ça s'appelle l'Atlas, ATL2AS. Ah ben voilà, Gilles Proviol vient de le mettre, je pense, dans la discussion. Mais ce sont des initiatives qui sont liées en général à l'utilisation du numérique. On est partenaire
de cet atlas depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et ça permet déjà d'avoir une certaine base. Mais je suis d'accord avec Julien, il n'y a pas encore un renforcement exhaustif. On est d'accord. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, moi, j'en ai une pour Gilles, mais j'aimerais d'abord vous donner plutôt la parole aux participants à cette rencontre. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Alors, j'en vois pas à date, mais néanmoins, moi, j'en ai une en attendant. Gilles, alors, on est pour beaucoup autour de la table des professionnels, effectivement, de la concertation, de la participation. Vous avez, vous, une vision très globale, très englobante, dire, si on met en commun l'ensemble de ces données, on pourrait aller encore plus loin. Et finalement, il y a aussi l'étape un petit peu préalable qui est déjà à l'échelle de nos démarches, de nos projets, de nos concertations. Comment, selon vous, on pourrait faire mieux que, je dirais, quasiment le classique bilan, qui est un devoir déjà de retour, que l'on essaie naturellement d'enrichir, on essaie d'aller toujours un petit peu plus loin. Néanmoins, effectivement, en préparant cette rencontre, je me suis rendu compte qu'on était, ça fait une petite vingtaine d'années que je pratique le métier, et on est quand même, on s'est finalement assez peu renouvelé sur le sujet. Et déjà, à l'échelle des projets, on pourrait, nous, déjà être acteurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous, déjà, à notre échelle, on soit déjà acteurs. Et puis ensuite, voilà, il y a d'autres combats. Mais déjà, à notre échelle, comment être de meilleurs voilà, participants, en tout cas, de cet objectif commun. Oui, merci Marianne. En fait, effectivement, on arrive assez vite sur la question des outils. C'est-à-dire que les cabinets, les agences se sont saisis des outils de collecte il y a maintenant plusieurs années. Et on a vu émerger des acteurs de la civic tech, comme Cap Collectif, comme Bluenov, qui proposaient, ou Common, qui proposaient des outils de collecte, des outils d'expression pour collecter de la data. En revanche, en termes de restitution, ces outils et d'analyse, ces outils sont encore assez frustes aujourd'hui, puisqu'ils n'intègrent pas ou insuffisamment de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire une analyse de ces contenus et une restitution de ces contenus. Donc en fait, c'est un peu un appel qu'il faut qu'on lance à la civic tech pour développer en fait leur savoir-faire sur le sujet. Cap Collectif, pour bien les connaître, c'est une sublime plateforme de collecte et d'organisation de débats et de mobilisation citoyenne. En revanche, sur la partie analyse, de ce que j'en sais, leur analyse, elle est faite à côté. C'est-à-dire, en fait, la plateforme permet d'exporter les données. L'analyse est faite à côté par eux-mêmes ou par leurs partenaires d'analyse. Et à aucun moment, on va, à un moment donné, remonter cette analyse en ligne pour pouvoir la diffuser auprès d'un plus grand nombre de parties prenantes. Dans le meilleur des cas, on va avoir une infographie statique qui va principalement reprendre le nombre de personnes qui sont exprimées, quelques camemberts, voilà, mais surtout de la restitution quantitative avec le top 10 des propositions, ce genre de choses. Alors que ce qu'on attend, en fait, c'est une restitution vivante, une restitution qui permet aux citoyens et aux parties prenantes, à travers la restitution, de rentrer dans les données brutes. Voilà, c'est ça qu'on cherche à faire. Et la restitution a posteriori, mais si j'ouvrais mon propre cahier de doléances, ou en tout cas d'espoir, ça serait de dire aussi la restitution en temps réel. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on sent bien que l'on est de plus en plus attendu, en considérant que finalement, si on était en capacité de restituer en temps réel l'état de la participation et de la contribution, ça serait aussi un vecteur de mobilisation, de participation, de réaction, et d'avoir quelque part une capacité à traduire. Donc, le temps de l'analyse, il est de plus en plus court, puisque le temps de la décision est de plus en plus proche. Et donc, naturellement, cette phase de poste, elle est importante. Le rendre compte est important. La capacité à se projeter, à intégrer, à comprendre la contribution est importante. C'est vrai que j'ajouterais à cela, en tout cas pour ma part, idéalement une capacité aussi à monitorer la contribution pendant le temps de la concertation et en faire un levier quelque part et un apport au débat. Oui, alors le temps réel, c'est le Graal, hein, c'est ce dont tout le monde rêve. Le problème du temps réel, ça a des avantages, hein, on voit bien. Le problème du temps réel, c'est que ça veut dire une automatisation complète du processus. Et aujourd'hui, même avec l'IA actuelle, on n'a pas des taux de performance suffisamment élevés pour faire autre chose que juste donner les grandes tendances. Ça peut être suffisant d'ailleurs, hein,
donner les grandes tendances. Mais en revanche, opérer une classification intégrale des verbatims de manière 100% automatisée, c'est-à-dire non supervisée par l'humain, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien faire. D'où ce temps nécessaire de l'analyse. En revanche, il est possible, on le fait déjà, d'utiliser de l'analyse sémantique lors d'un débat public pour restituer en temps réel ce qui se dit. Il faut juste accepter qu'on est dans une restitution un peu grosse maille et qu'on ne peut pas atteindre un niveau de précision suffisant quand on fait du temps réel. Oui, et puis il y a restitution, et puis après, il y avait en plus pour l'accessibilité, la data visualisation. Donc, c'est vrai qu'on rajoute en plus potentiellement à notre niveau, c'est-à-dire restituer en temps réel et puis rendre l'ensemble accessible pour après permettre aussi de s'appuyer sur ces éléments pour soutenir la contribution. Donc, voilà, mon Alors, oui, pardon, ça, on le fait, enfin, ça, on le fait déjà. Je reprends l'exemple de Capco. Capco est une plateforme qui a plusieurs systèmes d'expression libre, mais notamment un système où en fait les contributions sont postées. Alors après modération, mais elles sont postées quasi en temps réel. Et donc vous pouvez voir les contributions qui ont été postées avant et après, un peu comme les gens qui sont allés écrire dans les cahiers de doléances en mairie. Vous pouvez feuilleter les pages et voir les contributions qui avaient été écrites avant eux. En revanche, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, c'est de créer du lien entre ces contributions. C'est-à-dire de dire, venez voir toutes les contributions qui parlent de la même idée que vous ou qui ne sont pas d'accord avec vous. Et c'est cette analyse-là qu'on ne sait pas faire en temps réel aujourd'hui. Et d'agréger, si vous permettez, l'ensemble des canaux de contribution, puisque là, c'est un canal, la contribution écrite, numérique ou orale, mais qu'on a aussi tous les espaces de rencontre et d'échange. Et on nous demande de plus en plus de dire, on lance un premier débat, on s'appuie sur les conclusions de ce premier débat et les premières contributions pour amorcer, réfléchir au contenu des prochaines rencontres. Et donc, quelque part, d'intégrer la contribution dans l'affinement du processus pendant le temps du débat. On sent bien qu'il y a une attente, une volonté, mais parce que ça a du sens d'aller vers ça. Mais c'est vrai que ça pose d'autres questions. Alors, on est aussi là pour se projeter, rêver toujours mieux, toujours plus pour la parole citoyenne. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon aujourd'hui. Je ne sais pas si on a encore des contributions. Sinon, je vais donner la parole à Pascal pour amorcer la conclusion. Et puis, Gilles aussi nous dire, lui, quel serait son vœu si on continue à rêver toujours plus grand. Alors, il en a partagé une partie aujourd'hui, mais s'il a encore un vœu, il sera là pour le partager aussi avec nous. Oui, donc encore un grand merci à toutes et à tous. C'était très intéressant parce que vous avez vu, on a croisé des paroles d'élus, de praticiens. Il y avait des représentants des Civic Tech. J'indique que Valentin Chaput, qui est notre vice-président en charge de ce secteur, était également présent. Et effectivement, nous-mêmes, les professionnels, nous avons un capital énorme derrière nous de collecte, de verbatim, soit sous format c'est-à-dire de retranscription, soit sous le format numérique. C'est tout ce capital, j'allais dire, qu'on a envie de verser dans cette base de données commune dont on appelle à la création depuis maintenant presque une dizaine d'années. Moi, je voudrais surtout dire que, ce qu'on essaye de dire en résumé, c'est qu'en France, tout ce qui s'imprime est déposé à la Bibliothèque nationale. Parce que tout ce qui s'exprime devrait être déposé également dans une bibliothèque du débat public qui serait commune. C'est ça notre combat commun, je pense, avec des gens comme Fabrice de Longeville autour des cahiers de doléances. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire, je vais dire, par le haut. C'est-à-dire il y a le plus gros corpus dans les cahiers de citoyens. Il y en a de très gros aussi à la CNDP, de plus en plus maintenant au Conseil économique, social et environnemental, dans les collectivités locales, sans doute, c'est là aussi le plus gros corpus. On va pas jouer, on va faire une compétition entre les différents corpus, mais il y en a énormément. Il faut juste mettre en place les outils, ça on sait faire, mais surtout les processus, notamment juridiques, effectivement, d'anonymisation, de droit à l'oubli, etc., qui vont garantir aux citoyens que sa parole ne sera pas galvaudée, déformée à cette occasion. Mais à partir de là, il faut créer les conditions, elles peuvent être larges. Donc je précise simplement qu'on a fait ce débat club aujourd'hui à la veille du lancement du partenariat pour un gouvernement ouvert dans son plan d'action 2024-2026. Pour le moment, cette question d'ouverture de données du débat public n'est pas intégrée à ce PGO, mais on nous a dit qu'il était encore possible d'intégrer des choses. Donc notre dernière rencontre avec la ministre Prisca Thévenot était plutôt positive de ce point de vue.
Et donc demain, c'est Romain Moreau, notre vice-président, qui va nous représenter au lancement du partenariat pour un gouvernement ouvert. Julien Jox, malheureusement, n'est pas disponible. Donc ce sera le lancement officiel demain de ce plan d'action 2024-2026 que je vous ai mis dans la discussion. Hein. On a illustré un peu nos échanges avec quelques éléments que vous retrouverez dans les discussions, comme on le fait à chaque fois. Je vous invite simplement dans la dernière minute à adhérer à Débalab si ce n'est pas encore déjà fait, ou à réadhérer si vous êtes adhérent, parce que c'est le moment en ce moment de notre campagne d'adhésion et de réadhésion, et à vous abonner bien sûr à notre newsletter qui est diffusée chaque mois à peu près 1500 exemplaires. Je vais donner la parole, Pascal, peut-être, parce que je vois 2 mains se lever, donc j'ai vraiment envie de leur donner la parole et peut-être que tu pourras peut-être dire le mot de fin juste après. J'ai vu Valentin lever la main et Fabrice Lallongeville également, mais peut-être Valentin Chapuis qui a été lever la main, puis on donnera après la parole à Fabrice. Oui, très très rapidement, et pour compléter les éléments déjà cités par Pascal, simplement préciser aussi, et ça répondra en partie aux commentaires de Gilles Proriol sur l'état de l'art des outils Civic Tech, qu'on organisera un prochain temps type débat club en juin avec Julien Jox, auquel on invite d'autres fournisseurs de solutions numériques à venir présenter notamment leurs solutions d'analyse, d'intelligence artificielle et ensuite de partage et valorisation de la donnée du débat. Et puis juste ça fera une transition. Je voulais aussi remercier Fabrice Lallongeville parce que j'ai eu le plaisir de voir le reportage et c'était vraiment très très chouette, très émouvant. Donc merci pour tout ce travail du combat autour des doléances. Merci Valentin, ça me donne effectivement une transition toute trouvée pour vous donner la parole, Monsieur Lallongeville. Merci. Bravo Gilles, hein. Je suis content de te connaître. Tu as été brillant. Merci pour tous ces échanges. Je pense qu'effectivement, il y a un énorme enjeu démocratique qui se joue et qui vient un peu chahuter la démocratie représentative finalement, quoi. Donc là, on est toujours face à des difficultés avec une génération d'élus qui se dit j'agis avec la légitimité d'élection et après la consultation des citoyens, on n'en tient pas compte, on en tient compte ou on fait de la communication autour. Donc ça soulève quand même beaucoup de difficultés. La deuxième chose, j'ai bien aimé cette notion de commun. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où on rentre dans une participation des citoyens, ce qu'ils disent, c'est un commun pour la République, c'est pas n'importe quoi. Donc on peut pas, c'est pas deux boîtes de poids, quoi. Ou c'est pas, les choses ne sont pas équivalentes. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut essayer de revaloriser. Et la dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est ce qui m'effraie le plus dans ce que j'ai entendu à la fin, avec le problème du temps réel. Moi, je suis un vieil élu maintenant, hein, j'en suis à plus de 20 ans de mandat. Faut pas confondre vitesse et précipitation. Complètement. Et le temps de l'action politique, le temps de l'action publique, c'est pas un temps qui se joue à la vitesse algorithmique. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur le phénomène du séquençage de l'action. Le court terme est un ogre qui avale tout sur son passage. Donc, à partir du moment où vous rentrez, vous mettez le doigt sur la vitesse, vous ne contrôlez plus rien. Et du coup, derrière, avec l'IA qui apparaît, on le voit juste sur les interventions, on va se le dire, hein, les interventions qu'il y a en ce moment sur les enjeux politiques, l'arrivée des élections, les fermes d'algorithmes qui sont en train de taper énormément de fake news, etc. En fait, on est en train d'ouvrir une sorte d'énorme boîte de Pandore sur lequel, malheureusement, les États démocratiques ne vont pas forcément être les plus armés pour répondre à ces enjeux-là. Donc, faut déjà essayer de se dire, on a des cahiers de doléances. Ceux de 1789, on a mis plus de 100 ans pour les rendre publics. C'est 1903 avec Jean Jaurès. On va essayer de se dire que les cahiers de doléances de 2019, on peut peut-être envisager de les rendre publics d'ici la fin du mandat de Macron, du président de la République. Ça serait déjà pas mal, quoi. Donc,
Juste ça, les outils sont là. Hein, on est pour un certain nombre assez technophile, mais attention à l'usage après derrière. Le temps politique n'est pas forcément un temps ultra court. Voilà. Merci, Monsieur Dalangely, pour ce complément. Vous avez raison, le rapport au temps est assez chahuté, il faut le dire. Et nous-mêmes, on a tendance à nous demander toujours plus de temps réel, beaucoup plus de données analysées rapidement. Et c'est important qu'ensemble aussi, on sache mettre des limites à l'exercice, c'est-à-dire on est capable d'aller jusque-là. Et en tout cas, ça a du sens d'aller jusque-là. Peut-être que même si on dit capable d'aller jusque-là, ça n'a pas forcément du sens. Et donc, de garder du sens dans tout ce que l'on fait, ça nous semble effectivement important. Avant que Pascal conclue peut-être le dernier mot, un dernier mot, Gilles? Oui, merci à tous de votre participation aujourd'hui. J'espère que le sujet vous a intéressé. Moi, je reste à votre disposition. Je vais vous mettre mon mail dans le fil de discussion si vous voulez qu'on poursuive ces échanges. Et par ailleurs, je fais un appel un peu général sur ce sujet-là, à la fois un appel à mes collègues, mes confrères. Si vous voulez embrasser vous aussi ce combat, rapprochez-vous de Julien Jox et de Débalab, parce que c'est ensemble qu'on sera plus fort en termes de lobbying pour obtenir des résultats. Et je pense vraiment que le PGO est la bonne fenêtre de tir. Et malheureusement, cette proposition n'a pas été retenue dans le premier round, mais il ne faut pas désespérer. Démocratie ouverte me redisait récemment qu'il était encore possible de faire passer des propositions, et celle-ci me semble vraiment absolument cruciale. Et puis, je fais un appel plus général à l'ensemble des citoyens, des élus, comme Madame de Saint-Brieuc. N'hésitez pas à poursuivre le dialogue sur le sujet avec nous. Pour que la démocratie participative puisse vivre, il faut lui rendre toutes ses promesses. Et aujourd'hui, il y a une des promesses qui n'est pas tenue, c'est la promesse de la transparence. Merci Gilles. Pascal, le mot de la fin? Alors, à moins que Julien souhaite intervenir, hein, mais sinon, je laisse Pascal conclure. Alors, un petit mot pour dire d'abord qu'on a enregistré ce débat club. Donc, on était donc 23-24 à participer, mais on va avoir d'autres personnes qui vont pouvoir voir ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, c'est très important. Ensuite, il y a la soirée de demain, donc de lancement du plan d'action, mais il y a effectivement une bataille qui continue pour essayer d'intégrer cette question dans le plan d'action, même s'il est déjà engagé. Cela va passer par un rendez-vous qui est en train d'être monté par la fédération Sinov, à laquelle nous sommes affiliés, avec la délégation interministérielle à la transformation publique, la DITP, pour essayer de pousser, j'allais dire, au moins sur un plan au moins d'études techniques, cette question. Il y aura d'autres aspects juridiques, mais sur l'aspect technique, sur l'idée de créer cette base de données commune à l'échelon, j'allais dire, national, c'est vrai qu'on a cet interlocuteur qui est incontournable, qui est la DITP. Donc, je remercie beaucoup pour leur travail, donc la Fédération Sinov qui est en train de monter ces rendez-vous pour nous, parce que c'est un gros boulot et on est accompagné donc, de manière vraiment quasi quotidienne par la Fédération, qui nous a suivis d'ailleurs aujourd'hui. Je les ai vus apparaître dans la liste. Et puis, on a, merci, et puis on a aussi l'aide d'un alternant qui s'appelle Vincent Mazin, qui a beaucoup travaillé pour préparer ce débat club, et que je voulais remercier, puisqu'on était encore plus nombreux que les fois dernières. On a encore démultiplié nos réseaux à cette occasion. Merci encore. Écoutez, un grand merci à tous. Ravi d'avoir pu animer ce débat-là, de vous avoir retrouvés aujourd'hui. Et puis, ces temps nous permettent de continuer à faire grandir nos réflexions et surtout nos pratiques. Donc, un grand merci à tous. Belle fin de journée et puis à très vite.